Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. Beyrouth, l'identité libanaise en ruine. Comment les romanciers libanais Diane Masloum, auteur en cette rentrée de Une piscine dans le désert chez Jean-Claude Lattès, et Sabil Goussoub, auteur de Beyrouth entre parenthèses aux éditions de l'Antilope, vivent-ils cette nouvelle tragédie? Tous deux installés en France, qu'est-ce qui les rattache encore à cette nation fragmentée? Mais d'abord, c'est là qu'il a connu la guerre, la vraie. Il raconte son Beyrouth dans un livre, accompagné à l'époque de sa femme Christine et du rôle de sa vie, Cyrano. Ancien directeur du centre dramatique, metteur en scène et surtout comédien, il a été dirigé par les plus grands, de Jérôme Savary à Alain Françon. Fin septembre, il retrouvera son complice, l'allemand Peter Stein, au théâtre de l'Atelier à Paris pour Crise de nerfs de Tchekhov. Jacques Weber est notre invité jusqu'à midi et demi pour nous parler de la rentrée aussi du spectacle vivant. La grande table. Olivia Gesbert. Une rentrée du spectacle vivant en temps de crise, une rentrée du spectacle vivant sous tension. Nous en parlerons aussi avec Oriane Delacroix de la Grande Table qui nous rejoindra autour de midi 20, autour de cette table. Bonjour Jacques Weber. Bonjour. Un nez, mais d'abord une voix. En cette rentrée, vous revenez d'abord là où on ne vous attend pas, sur la diagonale Paris-Beyrouth, avec ce récit que vous publiez au Cherche Midi, d'un tournage dans la capitale libanaise, en pleine guerre. Vous avez alors 33 ans, l'âge du Christ, mais l'histoire commence à Paris, sur la scène du théâtre Mogador. Tout metteur en scène a envie de monter une fois dans sa vie Cyrano de Bergerac. Il a fallu que j'attende d'avoir les moyens financiers pour monter Cyrano, et puis il a fallu que j'attende aussi Jacques Weber, parce que pour jouer Cyrano, il faut un comédien qui ait une certaine pointure, un acteur de Formule 1, et Weber, lui, savait déjà le texte par cœur. Je jette avec grâce mon feu. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre, et je tire mon espadon. En flanc. Pour moi, le metteur en scène est un artisan. Il y a à peu près 50 comédiens, il n'y a pas un figurant, hein. Ce sont tous des acrobates, des gens qui savent se battre à l'épée. Ce sont des chanteurs, des musiciens. Il y a 7 musiciens sur scène, une musique vivante, pas une bande magnétique. Je déteste les bandes magnétiques. La production, grosso modo, a coûté 500 millions de centimes. Il y a un cheval qui galope sur un tapis roulant. C'est un effet qu'on pouvait voir au Châtelet dans le temps. Il y a des canons qui tirent, il y a des explosions, il y a un arbre immense. J'ai voulu un décor qui soit très cinématographique. Vous incarnez alors Cyrano, c'est le rôle de votre vie, mis en scène par Jérôme Savary, on vient de l'entendre, en 1983. Mogador affiche complet tous les soirs. Vous découvrez, comme vous l'écrivez, Jacques Weber, le triomphe et la consécration, quand soudain, en vous, une petite lumière s'éteint, votre voix déraille, elle se fait la malle. Qu'est-ce qui s'est passé? Le succès, finalement, peut être plus déroutant qu'on ne le pense pour un acteur. Oui, je pense que c'est aussi la consécration qui vient trop tôt d'un rêve d'enfant. Et je crois que quand on exécute trop tôt et très vite un rêve d'enfant, il se peut qu'on ait des soucis. J'ai l'impression qu'il y a il y a une telle pression, parce que la reconnaissance était là, quoi. C'est vrai que j'étais reconnu, j'étais aimé. Il y avait la queue pour me voir, on m'applaudissait quand je rentrais, ça m'a terrifié, ça. Je me souviens qu'on applaudissait quand je rentrais ou quand je finissais à tirer des nez. Et ça m'a tellement apeuré qu'après, je me disais, je vais jamais être à la hauteur de cette reconnaissance-là. Et c'est comme ça que quelque chose s'est creusé, une sorte de fossé. Et puis bon, voilà, j'avais plus la voix qui voulait plus sortir. Ce Cyrano, finalement, ce rôle, ça aura été une chance folle dans votre vie et un peu une malédiction aussi. Hein. Comme toujours, je crois qu'il y a toujours les plus belles médailles ont toujours un redoutable revers. Et d'ailleurs, ce paradoxe, c'est aussi ça qui m'a bouleversé dans Beyrouth, c'est ce mélange de douceur et d'horreur en même temps. C'est-à-dire, et puis pourquoi j'ai adoré tellement Beyrouth, c'est d'ailleurs, ça me fait très peur, c'est que j'ai préféré Beyrouth au moment de la guerre, et quand j'y suis retourné
en paix, j'étais presque déçu. Et ça m'a effrayé de ma part. J'ai dit, mais comment tu peux réagir comme ça? Et en fait, c'est une chose qui m'a frappé. Oui. Mais c'est ça qu'il faut qu'on raconte. Vous êtes en plein succès de Cyrano, votre voix vous lâche. On vous propose un rôle à ce moment-là dans un film où le tournage se joue à Beyrouth, le rôle d'un intellectuel libanais. Vous acceptez, vous partez. On est le 11 octobre 1984. Quelle sera la première image du Liban que vous avez, que vous voyez sur le tarmac? C'est tout simple, c'est un aéroport plus ou moins détruit et à la sortie de l'aéroport, un cadavre entre deux taxis et on me dit mais ça c'est pas la guerre, c'est un règlement de compte. Ça commence comme ça et puis je sais pas, une dizaine de kilomètres plus loin, on me dit là c'est Sabra et Shatila. Et Sabra et Shatila, c'était ce fameux massacre qui avait été perpétué, je crois, 5-6 mois avant que j'arrive. Enfin, et ça, c'est vraiment ça, les toutes premières choses qui m'ont bouleversé. Et j'allais dire, ce qui me séduisait en même temps, c'était je sais pas, c'était cette chaleur, cette poussière de la chaleur, ces gens qui ont cette espèce d'accent doucement lent, une lenteur mélodique. Il y a une lenteur très mélodieuse chez les Libanais que je trouve absolument splendide. Donc il y avait un mélange de charme très sensuel et d'horreur très brute comme ça, qui est très, très, très bouleversant. C'est ça que j'ai eu envie à un moment de coucher sur le papier, quoi. C'est ce que vous racontez dans ce livre, Paris-Beyrouth, qui paraît au Cherche-Midi. Tank, jeep, hommes en armes, voilà, en gros les premières images que vous avez aussi de ce pays, puisque vous y arrivez dans un Liban en temps de guerre. Après, justement, c'est ça qui est assez fort dans ce que vous racontez. Vous dites, ce ne sont plus des images de guerre que je voyais, c'est la guerre sans filtre. Et vous décidez néanmoins de rester, parce que, comme vous l'évoquez, ça sentait quand même bon l'arak et le narguilé, parce qu'il y a cette culture qui est extrêmement forte et le cœur des Libanais qui est très ouvert. Comment s'est finalement passé ce tournage? Est-ce qu'il restera d'une certaine manière unique? Oui, il est de toute façon unique, mais pour une raison pour deux raisons, dont chaque est suffisante seule pour reprendre Cyrano. La première, c'est que on m'avait dit c'est la fin de la guerre. Et il y a peut-être rien de pire que ces moments étranges mal définis, un peu ce que nous vivons en ce moment. Le Covid est encore pire parce que tout ça est très très mal défini et pas clair, peu clair. Et la fin de la guerre en 83, c'est pas la fin de la guerre, c'est encore un petit peu la guerre. C'est moins la guerre qu'en 74 ou en 78, mais la guerre des grands hôtels date de 2-3 ans avant, je crois. Et sinon, c'est encore là, mais c'est encore là de façon silencieuse. On me dit quand j'arrive à Beyrouth, quand Beyrouth se tait, c'est là où c'est dangereux. C'est des phrases que je n'oublierai jamais. C'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose. Quand j'étais là-bas, la montagne, on entendait comme un orage permanent. C'était des combats. Et tout ça était incroyablement mal défini. Et ça, c'est une des choses qui m'a troublé. Et la guerre n'est pas, parfois elle est là sans être visible complètement, sans être, j'allais presque dire, caricaturée par sa retransmission, par sa propre retransmission. C'est ça qui est très très frappant. D'autre part, moi ce qui aussi est très, très important, c'est pour ça que je suis très très troublé par ce qui se passe en ce moment, parce que l'histoire que je vous raconte n'a rien à voir avec le drame épouvantable que vit en ce moment le Liban, et qu'il vit depuis longtemps, parce que tout le monde s'est attaché à cet avion qui a explosé. Il semblerait, je dis bien il semblerait, mais il y a eu 2 explosions et tout le Liban se pose énormément de questions sur cette explosion, mais qui n'est pas un accident, qui est une chose, c'est presque une conséquence de la situation de Beyrouth. Mais je n'ai pas de légitimité à parler de ça. Non, mais quand même, vous dites... Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui était pour moi incroyablement fort, c'est que je pense, mon nombril m'avait complètement dévoré la tête avec ma voix, et d'un seul coup, j'avais besoin d'aller voir ailleurs. Puis quand j'ai été voir ailleurs, j'ai vu d'un seul coup une ville complètement en malheur, en douleur et en silence en même temps. C'était ça qui était incroyable, c'est que le silence était douloureux et en même temps charmant, parce que cette mer incroyable à l'infini, parce que ces gens d'une douceur inouïe. Et tout ça, ça m'a
ce que j'ai eu envie de raconter, c'est l'intimité devant ou face à l'histoire qui est en train de s'écrire, face au monde, face presque à quelque chose d'ultra symbolique par rapport au monde, qui est ce malheur qui s'est accroché comme un bernique sur le rocher sur Beyrouth. C'est inouï quand même. Vous vous rendez compte que depuis 1974, ça n'a pas arrêté une seconde. Enfin, donc voilà, mon cas ou mon histoire est peut-être sans doute... Vous parlez de ce nombril qui vous a dévoré jusqu'à votre voix à ce moment-là. Vous partez, vous restez. Quelque chose vous a retenu là-bas. Même en guerre, Beyrouth a les dons de la grâce, hein, vous dira Samir, l'un de vos profs sur le tournage. Et c'est vrai, et vous l'écrivez des années après dans ce livre. Beyrouth n'a jamais plus quitté nos cœurs, au vôtre et à celui aussi de votre bien-aimé, très présente dans ce livre. Alors on imagine que ces images de Beyrouth détruit dans l'explosion des Beyrouth, ça a réveillé pas mal de choses en vous. Juste une question, est-ce que sur le moment, quand vous parlez de ce nombril, de cet ego, de ce que nous sommes tous finalement, des petites personnes fragiles, vous, le robuste Jacques Weber, vous avez eu peur là-bas? Oui. Oui, alors d'abord, j'ai su ce que c'était réellement que la peur, puisque je me suis retrouvé avec un pistolet sur la tempe tenu par un enfant. J'ai entendu le déclic de la gâchette et on sait qu'après, ce que j'écris, c'est que je pouvais avoir le cerveau embouilli comme Kennedy, quoi. Enfin, c'était vraiment ni plus ni moins ça. Et ma femme avec une Kalachnikov sur la poitrine et un enfant d'1 an et demi à Paris. Alors ça, c'est très, 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 très concret. Et c'est tout à fait de l'ordre de la sidération dans un premier temps. Et puis avec plein d'effets retard plus tard. Moi, mon effet retard, c'était une crise de sanglots sur juste un moment. Les vedettes israéliennes s'amusaient à faire peur comme ça, du grand large, en envoyant des coups de canon. Et un coup de canon, alors qu'on était très habitués, d'un seul coup, je me suis écroulé en sanglots. Ma femme a été couverte d'eczéma. Enfin, c'est des choses très concrètes, très concrètes. Mais ce qui est fou quand même, c'est de se rendre compte que tout se retranscende, c'est-à-dire l'amour que vous portez à votre femme, l'amour que vous portez à votre enfant, tout reprend sa vraie place au fond, sa profondeur. Et c'est tout à fait curieux comme même il y a quelque chose de l'ordre de la sexualité, de la sensualité, de l'érotisme qui se remet en marche de façon très violente. Enfin, en 2 mots, pour être plus simple, on aime la vie plus que jamais. Et si on aime la vie plus que jamais, la sensualité prend une proportion hugolienne, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Vous êtes là-bas avec Christine et durant tout ce voyage, il y a un 3e compagnon de route, c'est Cyrano, encore lui, qui va vous accompagner. Vous pensez souvent à lui, vous l'écrivez quand vous regardez la lune, sa vieille amie, à Byblos aussi, face à la mer, au nord de Beyrouth. Vous avez envie de le jouer, puis vous vous reprenez. Cyrano, c'est là qu'on voit aussi à travers ces lignes que pour vous, c'est plus qu'un rôle. Hein. Qui il est pour vous ? Il est un grand emmerdeur que j'aime beaucoup. Mais pour moi, c'est très bizarre parce que c'est pas un grand rôle. Je pense pas que ça soit un grand rôle de théâtre. Il est trop facile pour être un grand rôle de théâtre. Parlons du Roi Lear, parlons de La Tempête, parlons d'Alceste, parlons de tout ça. Non, je suis pas dupe. Je pense pas que je sois dupe. Par contre, il y a quelque chose dans mon inconscient qui s'est accroché à ce personnage et c'est si vous voulez cette façon dont je me suis perdu dans un effort surhumain, parce que c'est moi qui l'ai accepté, puisque je jouais 7 fois par semaine, tout le monde me dit complètement fou, c'est comme si je chantais la Norma 7 fois par semaine, et je voulais, et cette rencontre très physique avec une sorte d'exploit, entre guillemets, de mon métier, ça m'a vraiment considérablement bouleversé, posé des questions, sans doute les bonnes, sur les moyens, sur qu'est-ce que c'est qu'être au théâtre, est-ce que c'est être vrai, est-ce que c'est purement technique, etc. quoi. Voilà. Vous dites, c'est un emmerdeur, c'est un grand brûlé. Voilà ce qu'en dit Gérard Depardieu, qu'il a incarné Cyrano devant la caméra de Jean-Paul Rapneau. Cette déformation physique entraîne chez lui des réflexions où il ne peut pas se supporter tout court. C'est un grand brûlé, je dirais. C'est vraiment c'est un être qui souffre constamment. Son panache, c'est de ne pas le montrer. Ça ne veut pas dire qu'il
qu'il se bat. Enfin, c'est un grand bretteur aussi. Ça peut être un anarchiste, un voyou, si on veut, quoi. Un voyou qui a réussi, quoi. Un voyou qui sait dire je t'aime, voilà. Voilà. Oui, un voyou qui sait dire je t'aime. Alors bien sûr que Gérard il le dit merveilleusement bien, mais moi je veux dire qu'il faut beaucoup se méfier de la forme que Rostand a donnée à ce personnage qui nous a tous bouleversés dans ce qu'il est profondément, dans ce qu'il fut, parce qu'il a existé aussi ce personnage. Mais la forme de Rostand, il faut justement le génie d'un gars comme Gérard pour aller y trouver l'autre chose, le silence finalement. Parce que vraiment, cette forme, elle est tellement éclatante, tellement percutante, ça fonctionne tellement bien que je dis oui, c'est un rôle, entre guillemets, dangereusement facile à jouer. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais je dis bien très dangereusement facile à jouer. Et c'est pour ça que vous l'avez peut-être aussi, d'ailleurs, aussi bien porté ce rôle, parce que vous n'en avez jamais usé de ces facilités-là et vous en avez cherché la difficulté. Ce qui est intéressant quand même, une fois encore, c'est que ce voyou qui sait dire « je t'aime », vous auriez pu le laisser à Paris avec votre voix et vous l'amener quand même avec vous. Et ça reste un compagnon. Il y a quelque chose du double en vous, on imagine, pour qu'il vous occupe à ce point-là. J'aimerais en revenir à votre voix, à vous, Jacques Weber. En début du livre, vous vous adressez à elle comme à une amie. Vous m'avez trahi sans crier gare, lui écrivez-vous. D'ailleurs, c'est drôle, vous la vous voyez encore. Ça a été long de l'apprivoiser, cette voix ? J'ai découvert en tout cas qu'elle pouvait s'en aller quoi, sans prévenir, et ça c'est quelque chose de très très grave. C'est comme une danseuse qui se retrouverait sans jambes un matin, vous savez, comme dans je crois que c'est Feu de la Rampe, Charlot, je crois qu'il y a une femme qui est comme ça. Ce qui est marrant, c'est que vous dites, c'est drôle dans la façon dont vous avez lu le livre, parce que vous avez l'impression, moi j'avais l'impression que j'avais réussi à ce qu'il disparaisse un peu. D'ailleurs, je pars à Beyrouth pour l'oublier, pour oublier plus mon nombril et ma relation avec lui que lui-même, d'ailleurs. Et lui-même me rejoint parce que je crois qu'il il y a quelque chose en nous de Cyrano. Enfin, je veux dire, ce que dit Gérard, ce voyou qui sait dire je t'aime, c'est une part c'est sans doute une part de moi aussi. Oui, et il y a une réflexion quand même dans ce texte de Rostand sur la vérité et le mensonge que vous racontez très bien dans le livre. Ce Cyrano qui met en scène un énorme mensonge, un pacte faustien. La guerre s'y fait en dentelle dans cette pièce, écrivez-vous. Et c'est vrai qu'au Liban, là, vous rencontrez la guerre, la vraie, à l'extérieur, et qui va changer quelque chose en vous. C'est ce parallèle qui est intéressant. C'est ça qui est très beau, c'est que justement, quand on est dans le concret, ce qui est un peu mon problème, c'est de ne jamais bien me sentir à l'aise dans le concret. Ça vous renvoie à qu'est-ce que c'est que mon foutu métier, enfin mon beau métier, mais c'est quoi mon métier ? C'est là, c'est vrai qu'on la sent, la dentelle des guerres, dans le théâtre d'Hugo, le théâtre de Rostand, ou dans beaucoup de théâtres. On se dit le théâtre, ça s'adresse à près d'1%, pas plus d'1% de la population. Même si c'est très important, la guerre, ça s'adresse à toute une population. Enfants, femmes, vieillards, pauvres, riches, tout le monde s'en prend plein la tête, plus les gens de la misère que les autres d'ailleurs. Aujourd'hui, Jacques Weber, vous avez retrouvé votre voix, c'est-à-dire que vous avez probablement appris aussi à accepter vos fragilités, les vôtres. Il va donner de la voix ce soir, Philippe Catherine. Ce sera en lieu et place de Rock en scène. Ce sera une soirée exceptionnelle qui se passera ici, à quelques kilomètres de Paris, au Festival des Festivals, pour soutenir la scène musicale. On l'écoute. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On chante la même mélodie. On chante la même mélodie, mais pas avec les mêmes harmonies. Je chante à cette octave, et moi à cette octave. je chante les mêmes mots. Pas tout à fait les mêmes mots, 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 pas tout à fait les mêmes
Culture. La grande table, Tu aimes faire la musique avec moi? Olivia Gesbert. Ah oui, j'aime faire la musique avec toi. Regarde là-bas, le soleil rougeoir. Je joue du synthé pour toi. Je joue de la guitare pour toi. Je joue du piano pour toi. Je joue de la flûte pour toi. Angèle, Philippe Catherine dans la grande table. Ce titre s'appelle Duo. Il est extrait de l'album Confession et Philippe Catherine, avec plein d'autres, sera ce soir au Festival des Festivals. Une soirée exceptionnelle en lieu et place de Rock en scène pour soutenir, vous l'aurez compris, la scène musicale privée cet été de ces festivals, pour soutenir les artistes et tous les métiers de la musique, les techniciens, les tourneurs et puis les salles de concert, entre autres. Le 22 septembre, vous, Jacques Weber, on vous retrouvera sur la scène du Théâtre de l'Atelier à Paris pour Crise de nerfs, 3 pièces de Tchekhov. Est-ce que vous êtes un peu inquiet quand même, Jacques Weber, de reprendre dans ces conditions si particulières, inquiet de ne pas voir les visages dans la salle, inquiet que le public ne soit pas au rendez-vous ? Oui, mais c'est pas très important que je sois inquiet et que nous soyons inquiets. Ce qui est important, c'est de se rappeler que le théâtre a toujours vécu et combattu les sociétés qu'il traversait, enfin qu'il contredisait, et les économies qu'il était obligé de traverser. Donc quand il y a des difficultés, il faut pas se mettre la tête comme l'autruche, hein, faut pas se dire c'est affreux, c'est horrible, je suis mort d'inquiétude. Faut tout de suite se dire qu'est-ce qu'on fait avec ça, qu'est-ce qu'on réinvente par rapport à ça. Il faut de toute façon. Surtout pas en paraphrasant notre président, c'est pas du tout de cette façon-là que je le dis, mais il est grand temps de réinventer, et pas seulement le théâtre d'ailleurs, mais on ne peut pas continuer comme ça. Alors oui, je suis inquiet que les gens ne reviennent pas, parce qu'il y a à l'heure actuelle, un petit peu comme on en parlait tout à l'heure, c'est qu'on est très incertain sur cette crise. Quelque chose n'est pas très très précis. Ça serait plus précis, on dirait voilà, on traite. Mais là, on est un peu tous dans le pâté. Mais quand vous dites on doit réinventer, qui doit ? Est-ce que vous attendez quelque chose de l'État, un soutien particulier à la culture ? Non, alors attention, il faut être très clair, il faut arrêter de se dire, de détester un gouvernement et de toujours tirer sa sonnette. C'est à chacun d'entre nous. Nous sommes devenus... Enfin, il faudrait peut-être qu'on se rende compte une fois pour toutes. Et excusez-moi de reparler de Beyrouth, mais moi j'avais le point de vue de l'étranger. C'était ça aussi qui était intéressant. Et je vous demande tous de lire les articles de Dominique Hédé dans Le Monde. C'est magnifique ce qu'elle dit. Et elle insiste sur le fait que j'ai presque envie de traduire en disant nous sommes tous des terriens. Hein, c'est comme ça qu'il faut maintenant réfléchir. On est d'abord français, parisiens, européens et terriens. On est liés aux uns aux autres. Le drame des uns est notre propre drame. Si on ne se rend pas compte de ça, c'est foutu, c'est fini. Moi, je crois que c'est vraiment important. Alors, ce qu'il faut, c'est chacun à son niveau travailler, accepter d'autres conditions économiques, réinventer des structures, faire en sorte que, pour mon modeste part, que le théâtre continue. Alors, s'il y a moins de monde, il faut accepter les conséquences économiques, par exemple. Hein. Et puis, il faut accepter qu'il y ait des gens qui aient des masques. J'ai joué devant les gens qui ont des masques, c'est la même entité, de toute façon. C'est du noir. Là, c'est du bleu. C'est tout. Non, c'est pas grave tout ça. Les ennuis des comédiens, ça me fait rire. Non. Elle dit, l'essayiste libanaise Dominique Hédé, que le monde se joue à formidable. Beyrouth, c'est beaucoup plus clair que ce que je peux raconter. Vient de nous rejoindre Oriane Delacroix de la Grande Table. Bonjour Oriane. Bonjour. Comment s'annonce cette rentrée pour le spectacle vivant et les acteurs du secteur ? Eh bien écoutez, si le secteur du spectacle vivant a été le plus durement touché par les mesures sanitaires et n'avait jusqu'ici pas pu reprendre normalement son activité, rentrée théâtrale, il y aura a priori bel et bien. Alors sans doute avec des masques, très probablement avec des jauges réduites dans les régions où le virus circule activement. Jean Castex doit d'ailleurs rencontrer cet après-midi au ministère de la Culture les représentants du spectacle vivant pour discuter des conditions concrètes de reprise d'activité. Mais le Premier ministre le martelait clairement à la radio hier matin. Oui, je dis aux Françaises et aux Français, allez au cinéma, allez au théâtre, vous ne risquez rien. Vous ne risquez rien. Bon, d'un point de vue sanitaire, effectivement, on imagine que tout sera mis en place pour éviter qu'une représentation ne se transforme en cluster, mais
Et si justement le théâtre était fondamentalement le lieu du risque, mais le lieu du bon risque, du risque nécessaire, celui d'une expérience esthétique vivante et collective. C'est vrai? Oui. Ben oui, tout à fait, oui, bien sûr, bien évidemment. C'est quoi votre définition du risque au théâtre? Du bon risque? Je sais pas, là vous me prenez de court, je vais vous dire après. C'est le but. Eh bien, Emmanuel de Marcy-Motta a, je crois, une définition du bon risque quand il s'interroge sur la manière de reprendre après cette coupure inédite. Je le cite, il dit « Reprendre en garantissant des espaces qui rendent possible, en dépit de l'incertitude, la rencontre de l'inconnu, de l'étranger, et en permettant que le doute et le questionnement soient plus que jamais au cœur de l'imaginaire des artistes et des publics. » Voilà, il me semble, la définition d'un risque tout à fait salutaire. Bon, cette rentrée théâtrale, elle sera inédite, on l'aura compris, avec vous, Jacques Weber, avec vous, Oriane. Qu'est-ce qu'on pourra concrètement, dans les semaines qui viennent, aller voir, à part Jacques Weber, bien sûr, à Paris, au Théâtre de l'Atelier à partir du 22 septembre, pour 3 petites pièces des farces de Tchekhov. Et bien très rapidement, vous pourrez profiter de la toujours très riche programmation du Festival d'automne, dont nous parlions à l'instant, qui s'ouvrira le week-end du 5 et 6 septembre et qui accueillera entre autres les spectacles de Gwenaël Morin, Sylvain Creusevaux, Milo Rao, Gisèle Vianou, Christophe Marteller. Pour la jeune génération, on peut citer Joris Lacoste ou encore Marion Ziffer. Des spectacles qui seront ensuite en tournée dans toute la France. Et c'est le chorégraphe Boris Charmatz, que nous aurons le plaisir de recevoir à la Grande Table, qui sera l'invité d'honneur du festival d'automne, qui lui consacre un portrait. Parmi les autres spectacles très attendus de cette rentrée théâtrale, on peut citer Mes frères de Pascal Rambert, qui sera mis en scène par Arnaud Zessiel au Théâtre de la Colline à Paris en septembre, puis au TNB de Rennes en novembre, mais aussi le retour de Joël Pomera avec son Contes et légendes au Théâtre des Bouffes du Nord et Alexis Michalik à la Scala pour une histoire d'amour. Dans le sud de la France, pour la création contemporaine, on peut signaler rapidement le festival Actoral. Ce sera à Marseille au Théâtre de la Criée du 22 septembre au 10 octobre et à Toulon à partir du 24 septembre, le festival Théma, quant à lui, se proposera d'être une passerelle entre l'art et notre société contemporaine. Et voilà. Alors vous savez juste, Oriane, que Jacques Weber ne dit pas avoir un chat dans la gorge, mais un rat. C'est ce rat qui l'a privé de voix et qui nous prive aussi, nous, parfois, gens de radio, de cette voix qui permet de communiquer et de vous passer toutes ces informations essentielles. Les 3 pièces, les 3 farces de Tchekhov que vous retrouverez à partir du 22 septembre, Jacques Weber, où vous serez tour à tour un vieil acteur confronté au silence d'un théâtre vide, un père désireux de marier sa fille, un mari tyrannisé par sa femme et contraint de donner une conférence sur le tabac. Ce sera en compagnie avec Peter Stein, grand metteur en scène, grand dramaturge, que vous retrouverez donc pour cette occasion après des collaborations déjà nombreuses, La Biche, Beckett, Molière. Vous n'en êtes pas à votre premier rendez-vous. Merci 1000 fois à vous, Jacques Weber. Pendant le confinement... Oui, le risque, c'est ça, c'est accepter l'inconnu. C'est vachement beau, cette histoire. Et risquer, c'est vivre. En fait, vivre, c'est ça. Risquer, c'est vivre. C'est ne pas que tout vous tombe rôti dans le bec. Et il y a un théâtre qui est effrayant, c'est celui qui vous donne tout rôti dans le bec. Eh bien, nous, c'est sans risque, mais avec un énorme plaisir qu'on vous retrouvera samedi à 17h. Parce que pendant le confinement à France Culture, on s'est replongé dans les grands textes au programme du bac français. Ça a donné écouter, réviser. L'émission revient en cette rentrée tous les samedis à 17h. Elle se prolongera d'une dictée géante menée par Rachid Santaki. Elle s'appellera désormais En français dans le texte. J'aurai le plaisir de l'animer et vous avez accepté, Jacques Weber, d'être notre premier lecteur des poèmes de Victor Hugo, extrait des Contemplations. Un grand merci et je vous dis à samedi. Merci à vous.